Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Une vie après l'AVC. Blog de l'auteur www.unevieaprès-l'AVC.com. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattanl@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 54 536 6. EAN 9 782 296 545 366. Christine Aïr. Une vie après l'AVC. Préface de Maudy Piot. L'Harmattan. Aux 3 hommes de ma première vie. Mon époux et mes 2 fils. À mon frère Christian. Il y a 2 moyens d'oublier les tracas de la vie. La musique et les chats. Albert Schweitzer. Préface. Un matin froid et brumeux de décembre, Christine me demande d'un ton enjoué et sans réplique. « Tu veux bien faire la préface de mon livre ?» Sans réfléchir, je réponds « Pourquoi pas ?» Ce sont les jours suivants que j'ai pris conscience de l'importance de la demande de mon ami. Écrire pour que chacune et chacun désire lire ce livre, le contemple autrement, s'engouffre dans l'histoire singulière d'une jeune femme de 32 ans qui, après avoir donné naissance à son second fils quelques jours après, fait un accident vasculaire cérébral. Vous imaginez l'épouvante, la terrible catastrophe, les difficultés auxquelles va être confrontée sa famille. Tout d'abord Christophe, son mari qui est là, présent, lorsque Christine devient inerte, sans parole. Les 2 enfants qui du jour au lendemain sont privés de leur maman, les frères et sœurs, les amis. Avec une écriture allante et spontanée, Christine nous fait découvrir sa nouvelle vie. D'une seconde à l'autre, elle a basculé de la vie normée, tranquille, classique, dans une aventure unique, celle de la différence. Tout devient autre. Le regard que Christine porte sur elle, sur les autres, les perceptions ne sont plus celles qu'elle connaissait. L'environnement de banal devient presque inaccessible. Elle est pendant quelques semaines murée sans parole, elle entend, elle comprend, elle imagine, elle angoisse. Ce chemin d'une autre vie, Christine va l'appréhender avec énergie, courage, elle va se battre et elle gagnera. Elle ressort de cet accident de vie différente, mais en gardant sa fougue, son humour, son esprit critique et son amour pour la vie. Des séquelles marquent son corps de jeune femme, elle va les surmonter tout en respectant sa singularité. Le handicap est cette chose qui peut vous surprendre au détour d'un chemin, c'est cet inconnu qui vient frapper à la porte de la vie, c'est cette différence qui vous épingle, qui fait que le regard de l'autre n'est plus le même. Le handicap oblige l'autre à sortir de sa monotonie, de ses références, de l'angoisse que suscite l'inconnu, le désagréable. Dans les représentations collectives, le handicap renvoie à la monstruosité, au laid, à la faute. Même si aujourd'hui il paraît que les différences sont mieux tolérées, celles et ceux qui les vivent dans leur corps savent que les premiers réflexes sont soit de la compassion, soit de la pitié ou du rejet, ou encore de l'agressivité, l'exclusion n'est pas loin. Le handicap dérange, il entraîne intolérance, indifférence. Un enfant handicapé dans une classe est très souvent vécu comme un parasite gênant. Il va retarder la classe, il fait peur, il fait tâche, il fait désordre. On préfère ne pas voir, ne pas savoir. La différence dérange, oblige l'autre à se positionner, se situer autrement. Le handicap oblige à sortir des sentiers battus. Dans le milieu du travail, la personne handicapée est souvent considérée comme gênante, moins rentable que les autres. Mais on oublie que le handicap, la différence sont source de richesse, que la diversité engendre de l'imaginaire, de la créativité, que les personnes handicapées sont autrement capables de réaliser les actes de la vie quotidienne, que leur force et leur énergie peuvent surmonter les contraintes du quotidien. Christine nous montre dans son livre le combat mené, les réussites remportées. Mais c'est une évidence, ce n'est pas facile de réaliser autrement les actes de la vie. Pour cela il faut croire que la différence est une richesse pour tous, que la norme, la banalité ne font pas partie de la vie des personnes singulières. La femme handicapée vit une double discrimination, celle d'être femme et celle d'être handicapée. Tout est plus difficile,
plus compliqué pour les femmes en général, et le handicap renforce la discrimination. C'est pour cela que le livre de Christine est un bel exemple de lutte au quotidien, de l'engagement dans le milieu du travail, de l'amour dans la famille. L'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, dont je suis la fondatrice et la présidente, a besoin de femmes comme l'auteur de ce livre. N'oubliez pas en lisant cet ouvrage que la différence est une richesse pour tous, et que l'amour de la vie permet de soulever des montagnes. Maudie Pio. Psychanalyste fondatrice et présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. www.femmespourledire.asso.fr mauditpio@free.fr. Qu'aurait été notre vie sans ce raz-de-marée, que fut mon AVC? Cet accident qui bouscule une petite vie tranquille, qui fait voir le quotidien différemment. Il nous a changés, c'est vrai, mais au fond, ne sommes-nous pas un couple classique, ponctué des aspérités de la vie ou des influences de Mars et de Vénus, et des années passées en commun? C'est peut-être un cap à passer. Alors passons-le ensemble, avec la force qui nous unit. Un jour, calmement, j'amène la discussion avec diplomatie pour ne pas le froisser. J'imagine déjà la chute, la douche froide. Je dis timidement, « Je crois que je ne t'aime plus. Je ne sens plus la petite flamme en moi qui me tient éveillée pour l'amour que je te voue. » Les paroles de Kali résonnent dans ma tête. « Je crois que je ne t'aime plus », elle m'a dit ça hier, ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Il est blême. Je revois passer des images, nos images dans ma tête. Après 17 ans de vie commune, j'ai senti le vide s'installer. Je l'avais pourtant prévenu que cette routine serait la mort de notre couple. Il le savait, a fait l'autruche, comme tant d'hommes savent si bien le faire, pour ne pas voir ce qui pointait à l'horizon, l'ennui, mon ennui, une lassitude du quotidien. Je ne demande pas une vie faste, exceptionnelle, agitée, seulement une vie remplie. J'ai gardé dans mon carnet à spirale, tout mon bonheur en lettres capitales. Le carnet à spirale. J'ai tout consigné sur un carnet violet à spirale. C'est 3 ans après l'accident que je commence à écrire. Le vécu me rattrape et les nuits d'insomnie ne me laissent pas de répit. C'est à l'heure bleue que je trouve mon inspiration, que je me délivre de mes chimères. C'est l'heure où je prends mon vol de nuit, départ pour un voyage intérieur. C'est l'heure où tout dort, où tout est calme, où la lune rayonne, c'est le moment où je trouve la sérénité. J'écris jusqu'à épuisement, puis je vais me coucher apaisé, tomber dans les bras de Morphée. C'est seulement 9 jours après l'accouchement que l'issue fatale arrive. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi les médecins et les spécialistes qui m'ont suivi pendant ma grossesse ne m'ont pas dit qu'il y a parfois des risques? Pourquoi n'ai-je pas eu des signes avant-coureurs m'alertant qu'il se passait quelque chose de grave? Pourquoi? Ce n'est la faute de personne. C'est la faute à pas de chance. C'est un aléa de la vie. Et même si c'était la faute de quelqu'un. Mais pourquoi? Les questions restaient sans réponse. Par peur de lasser mes proches avec mes états d'âme personnels, j'ai préféré coucher quelques mots sur du papier, c'est un moment de solitude jouissif. C'est une évidence. Je commence en 2003 lors d'un voyage en Corse. La beauté de cette île méditerranéenne, ces paysages m'apportent l'inspiration. Un jour, je reste seule à la résidence. Je m'installe sur la petite table du balcon face à la mer en baie de Sagone. C'est beau, paisible, bucolique. Je donnais libre cours à mes pensées sous le soleil. Les effluves montent du jardin. Il y a une odeur particulière en Corse qui la caractérise, celle des herbes du maquis, les embruns de la Méditerranée, plus cet horizon bleu-azur. Un vrai plaisir d'essence, autant l'odorat que la vue. Je me laisse aller un instant à la méditation. Un moment. Silence. Je sais maintenant observer, contempler, profiter de l'instant présent. Un moment d'apaisement. Dieu que c'est beau, agréable, doux à mes yeux et à mes narines. Nous sommes bien sur cette bonne vieille terre. De passage seulement, des passagers du vent. Profitons-en tant que nous sommes vivants. Je ferme les yeux pour mieux m'imprégner de ces odeurs et de ces paysages. Je fais la même chose lorsque j'écoute une musique qui me touche, qui m'émeut comme si je voulais que chaque note s'imprègne dans ma peau. Pour ne pas oublier. Jamais oublier ce qu'était ma vie avant, car avant elle était douce, légère. J'étais insouciante, je n'avais pas la notion que tout pouvait basculer à tout moment,
Tout pouvait s'arrêter. Connaîtrais-je maintenant le bonheur, le bien-être? Là, ici en Corse, c'est le bien-être. Ce bien-être insulaire me rappelle un peu l'Irlande, avec les degrés en plus. Je suis apaisée, j'ai digéré un peu, cela fait presque 3 ans que l'accident est arrivé. Le temps arrase un peu les brèches qui sont dans mon cœur. Je remonte la pente que j'avais dévalée à toute vitesse. Je me suis armée de courage pour tenter de vaincre. Je dis bien tenter car la volonté ne suffit pas, ou du moins n'a pas suffi. Il a fallu à un moment donné que les médecins me disent que le fait était là. Je resterai handicapée de mon côté gauche. J'espérais être hors des statistiques du monde médical. Handicapée, quelques qualificatifs abstraits dans ma tête, invalide, infirme, des étiquettes sociales. Il va falloir vivre avec cette hémiplégie. J'en avais entendu parler. Tiens, un tel a eu une attaque cérébrale, maintenant il est hémiplégique. Une phrase que j'avais dû entendre dans le passé sans qu'elle m'interpelle, c'était loin, j'étais jeune, ça ne pouvait pas m'arriver, ça n'arrive qu'aux personnes âgées, et ça n'arrive qu'aux autres. Surtout pas à moi. C'est le 20 octobre 1999. 9 jours après la naissance de mon second fils, Ronan. Nous sommes le soir. Il doit être 22h30. Christophe rentre d'une réunion. Je l'attends patiemment après avoir donné la tétée à mon nouveau-né, et l'avoir couché. La maison est endormie. Jocelyn, mon aîné, est au pays des songes, afin de se lever le lendemain pour aller à l'école. Je bouquine, tranquillement installé dans le canapé du salon. Christophe rentre. Il me relate les dires de sa réunion, quand soudain une douleur aiguë me frappe du côté droit de la tête. Je porte instinctivement ma main droite à ma tempe droite. Qu'arrive-t-il? Je ne comprends pas. Je ne peux plus bouger. Christophe s'affole. Que se passe-t-il, mon amour? Dit-il apeuré. Je n'arrive pas à sortir un son de ma bouche. Tout mon côté gauche est paralysé. Je suis prise de soubresaut, ne comprenant pas ce qui m'arrive. Christophe me prend dans ses bras. Que se passe-t-il? Il m'allonge sur le canapé. Attends, mon amour, ne bouge pas. J'en suis bien incapable. Il s'affaire au téléphone, appelle notre médecin. Étant donné l'heure tardive, le message sur le répondeur le renseigne sur le médecin de garde. Il vient me rassurer. Le médecin arrive, ça ne va pas être long maintenant. La douleur persiste mais je n'ai pas perdu connaissance. Je vois Christophe qui fait les 100 pas, inquiet, me posant des questions. Je ne peux communiquer qu'avec des signes de ma main droite. Le docteur T arrive enfin, il a fait vite. Il m'ausculte et diagnostique un malaise cérébral. Devant l'urgence et la gravité de mon état, il appelle le SAMU afin de m'hospitaliser rapidement. L'interlocuteur lui répond qu'aucun point vital n'étant touché, ils ne se déplaceront pas. Alors Christophe et le docteur T décident d'appeler une ambulance privée de permanence. J'attends toujours allongé sur le canapé. Tout à coup j'entends une voix familière, c'est F l'ambulancier, je le connais bien. Il a fumé une cigarette avant de venir, car je le sens. Cette odeur me porte au cœur accentuant mon malaise. Il me soulève, me transportant dans le brancard qui va dans l'ambulance. Il a quelques mots rassurants, ça va Christine. Ne bouge pas. On va s'occuper de toi. Et puis je vois le plafond de l'ambulance dans laquelle il va me transporter vers les urgences. J'ai très mal à la tête, cette douleur persiste, comme une très forte migraine du côté droit. Je suis conscient. J'entends les voix autour de moi, mais je suis dans le brouillard. Je ne me souviens pas des visages s'affairant autour de moi. Christophe a pris sa voiture et nous suit. Il a appelé mamie à la rescousse, qui vient garder les 2 petits. Elle sera présente désormais auprès de ses petits-fils. Arrivée aux urgences, je suis prise en charge prioritairement. Les odeurs m'incommodent. Christophe est à côté de moi, je lui fais signe que je vais vomir. Trop tard, c'est parti. Nous n'avons pas eu le temps de mettre une bassine. Une aide-soignante râle. Dans mon cas, ne pouvant plus communiquer, qu'aurait-elle fait à ma place? Sa blouse blanche n'autorise pas ce genre de commentaires. Ils ont été d'une efficacité à toute épreuve, si bien qu'ils n'ont pas eu le temps de me laisser un mode d'emploi de la bonne conduite à tenir en entrant à l'hôpital. J'ai mal, je ne suis pas bien. Christophe aussi est mal, impuissant devant ma douleur. Oh! Mon amour, qu'est-ce qui nous arrive?
L'équipe médicale s'affaire autour de moi. Ils annoncent à Christophe qu'ils vont me faire passer une série d'examens. Vont-ils trouver le médicament miracle pour faire passer cette horrible douleur? On m'envoie passer une IRM, imagerie par résonance magnétique. Voici le jargon médical qui commence. C'est une sorte de tube tel un scanner où l'on entend des bruits accentués, version marteau-piqueur. C'est insoutenable. Je me raidis, je me tords de douleur malgré les sangles qui me tiennent attachée. J'entends une voix qui me dit « Ne bougez pas madame s'il vous plaît, mais c'est insupportable. » J'ai envie de crier à la voix « Arrêtez cette torture, je n'en peux plus. Qu'on me laisse tranquille. » Et puis voilà, cela a duré une dizaine de minutes et c'est fini. Ouf! Horrible. Cet examen doit être réalisé afin de déterminer la cause de mon accident. Seulement les personnes qui me font subir ces examens et ceux qui suivront n'ont jamais goûté à ces joies douloureuses qui n'en finissent pas. Les jours qui suivent mon hospitalisation voient se dérouler une série d'examens pas toujours agréables, une surenchère inventive de torture accompagnée de l'humour médical, dépourvu de sentiments et d'émotions, et pourtant j'ai de l'humour. Mais à ce moment-là, je ne suis pas bon public. Tout mon entourage vogue vers l'inconnu. Mais pourquoi, comment cela lui est-il arrivé? Va-t-elle survivre? Aura-t-elle des séquelles? Christophe pour sa part gère le quotidien auprès des enfants, nos 2 petits bouts de chou lâchés dans la nature sans leur maman. Mon bébé Ronan, que j'allaitais avec bonheur, est sevré brutalement par la force des choses. Et mon grand Jocelyn de 4 ans et demi qui est intelligent et pose des questions, celles des enfants de son âge, lui parle-t-on clairement, lui dit-on la vérité, la réalité? Je déteste les non-dits. Ô mes 2 amours comme je souffre de notre séparation. Ne pas sentir vos petits corps contre le mien. Toi Ronan qui peu de jours avant faisais corps avec le mien. Ma propre chair, mes enfants adorés. Dieu que je pense à vous. Je puise ma force en vous 2, vous 3. Mes hommes de ma vie. Christophe, encore sous le choc du départ en urgence, ne réalise pas trop ce qui nous arrive. Les médecins ne se veulent pas alarmistes, mais néanmoins marchent sur des œufs, restent dans l'expectative de l'évolution de mon état. Ils savent qu'il y aura des conséquences. Christophe se rend l'évidence. Ces questions primordiales, va-t-elle avoir des séquelles? Que va devenir notre vie si elle reste un légume? Mais je l'aime. Il se sent abattu avec la femme qu'il aime sur ce lit d'hôpital, et ses 2 enfants. Heureusement, géographiquement notre famille est proche, pas trop disséminée. La solidarité familiale s'organise naturellement. Mes parents, mes beaux-parents, frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs s'occupent des petits ainsi que des amis proches. Je reste toujours allongée, la tête inclinée à 30 degrés avec interdiction formelle de me relever. Je ne peux pas de toute façon. On m'alimente donc au goutte à goutte ainsi qu'avec quelques bouillies immondes. De toute manière dans mon état, je n'ai même pas faim. De mon lit, je vois un carré de ciel d'automne tristounet. Un hôpital, cela n'a rien d'un hôtel 4 étoiles, mais celui-ci est triste à mourir. Les journées sont longues, interminables, car le réveil est tôt alors que je préférerais dormir plus longtemps quand j'arrive à trouver un petit peu de paix avec ma tête encore douloureuse. Et puis le défilé commence. La lumière brutale qui vous éblouit empêchant d'ouvrir les yeux. Cela ne doit pas être compris dans le programme d'études des infirmières. Je vais en faire part au ministre de la Santé. Apprendre à rentrer avec douceur dans la chambre et commander un éclairage progressif pour que les patients puissent se réveiller tout doucement. J'ai envie qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse en paix. Tout ce vacarme pour recevoir sur un plateau un café infâme dans un verre à bec pour me permettre de boire toute seule sans risquer de faire de fausses routes, c'est-à-dire avaler de travers et s'étouffer. Ensuite, si le reste ne me convient pas, j'appelle en appuyant sur la sonnette si elle est bien là par chance, lorsqu'elle n'est pas tombée. Car si elle tombe, je ne peux pas la rattraper. Et ensuite m'exprimer, me faire comprendre comme je peux. J'ai mes phrases toutes faites dans ma tête. Mais cela ne veut pas sortir, une forme de mutisme qui va durer quelques semaines. Émettant des meuglements, tel un animal. C'est extrêmement angoissant. Ne plus pouvoir communiquer avec autrui. Je m'énerve avec ma main droite en faisant des signes nerveux. Je sens cette boule dans ma gorge. Je voudrais crier, hurler mon mal afin qu'il sorte de moi. Qu'il arrive à s'extraire. J'hurle en silence.
C'est comme une chape de plomb qui m'est tombée dessus, et m'a plaqué dans ce lit d'hôpital. J'ai toutes mes facultés intellectuelles, et constate que mon côté gauche est touché. Rien ne bouge. Zo. Après avoir pris le petit déjeuner, voici l'aide-soignante qui vient me faire la toilette dans mon lit en évitant de me bouger. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.